Très chers amis du livre, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour le premier Pépite Café, le Pépite Café du livre illustré. Le Pépite Café, c'est une émission en direct et en public dans laquelle nous vous proposons de rencontrer 4 des 9 membres du jury, adolescents ou enfants. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les livres de la sélection qu'ils ont découverts, lus et défendus lors de la délibération de mardi dernier. Puis nous recevrons l'artiste lauréate de cette édition 2025, Aurore Petit, pour son livre « Pavel et Mousse », publié aux éditions des Fourmis Rouges. Mais pour le moment, merci d'accueillir les enfants ici présents autour de la table, Clara Lou, Victor, Garance, Benoît. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Clara Lou, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et j'habite à Bois-Colombes. Bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 8 ans, je suis en CM1 et j'habite à Saint-Thibaud-des-Vignes. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 8 ans, j'habite à Paris. Bonjour, je m'appelle Garance, j'ai 9 ans, je suis en CM1, j'habite à Montreuil. Chaque année, je vais au Salon du Livre et c'est un vrai plaisir pour moi d'être là. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la sélection des pépites du livre illustré qui va s'afficher à l'image. Pavel et Mousse d'Aurore Petit, Vivace de Gabriel Sabourin, Alph et Aurel de Jeanne Macaigne, Rendez-vous de l'autre côté du jour de Thomas Vino et Charlotte Lemaire, Le bonheur d'un poulon de Paul Vidal, respectivement aux éditions Les Fourmis Rouges, La Pastèque, Kombourakis, Thierry Magnier, Albin Michel. Avant de commencer, je voudrais vous lire ces mots de Jérémy Moreau, éditeur de la toute jeune collection Ronce aux éditions Albin Michel. Il y a un besoin brûlant de nouvelles histoires, des histoires taillées pour les défis du XXIe siècle, des histoires écologiques. Dans les livres pour enfants, l'écologie est bien souvent réduite à la protection de la nature. Celle que je revendique est une écologie qui pense la cohabitation des vivants. L'humain n'est qu'un animal parmi d'autres, et il en va de sa survie d'apprendre à tisser des liens avec le reste du vivant. J'aimerais que les enfants d'aujourd'hui aient autant de désir à devenir terrestres, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, qu'à devenir princesse ou Superman. Les 5 livres sélectionnés pour cette pépite du livre illustré questionnent artistiquement ce grand entremêlement dont parle Jérémy Moreau entre l'humain et la nature. Ils révèlent tous à leur manière la force singulière et la créativité puissante qu'il y a dans cette littérature jeunesse tentant de répondre à ce défi écologique majeur, afin de dessiner pour et avec les terrestres, petits et grands, les lignes imaginaires et réelles d'un avenir possible, d'un vivre ensemble heureux et poétique. Je vous propose donc de commencer nos échanges avec un des livres qui parle de cette puissance du vivant et de la nature. Pour cela, je vais demander à Garance de nous présenter le livre Vivace de Gabriel Sabourin aux éditions La Pastèque. Vivace, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une graine qui pousse et devient une énorme fleur. Cette fleur si belle et s'enroule partout et fait plein de bêtises qui m'a fait beaucoup rire. L'histoire est assez drôle et je pense que j'aime beaucoup le moment où l'énorme plante se regarde dans le miroir en se disant c'est moi, qu'est-ce que je suis et ça m'a beaucoup fait rire. Cette histoire est vraiment très belle. Les illustrations sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé comment l'énorme fleur s'enroulait partout et faisait plein de bêtises. C'est vraiment beau. L'histoire, pour moi, raconte que la nature nous aime, nous fait plein de cadeaux, nous offre beaucoup de choses et que nous la remercions pas forcément. Et ça m'a beaucoup émue de savoir que ce livre nous transmet vraiment ce message. Alors, c'est un très très grand livre. Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier encore, ce livre ? Les autres, vous voulez l'aider ? Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce livre ? Il a de particulier que c'est une fleur qui fait un peu de bêtises qui lui font... Au-delà de l'histoire qui raconte, qu'est-ce qu'il a de particulier dans la forme ? Il a de particulier qui... Les garçons, vous savez ? Vous vous souvenez ?
Pour moi, il est très grand et c'est Il y a vraiment autre chose, non? Il me semble que tu l'as pas dit, ou peut-être que tu l'as dit, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il a de particulier que avant c'était une fourmi, avant que Oui. ce soit une fleur. Attends, je crois qu'il a une idée. Vas-y. Qu'il n'y a pas de texte. Très bien, il n'a pas de texte. C'est un livre sans mots. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que vous arrivez à vous raconter une histoire quand même s'il y a un livre sans mots? Oui. Oui, c'est parce que les illustrations racontent très bien. Je me suis beaucoup épanouie dans ce livre il explique très bien ce message il est vraiment beau. Et alors, c'était assez rigolo parce que quand on en a parlé, Clara Lou, avec toi la première fois, tu me disais que tu n'avais pas trop compris l'histoire, c'est ça? Oui. C'était avec rendez-vous de l'autre côté du jour. C'était l'autre. Mais non, mais en tout cas, je trouvais ça très rigolo parce que tu parlais beaucoup du livre, alors qu'au début, tu m'as dit, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce livre. Et c'est sur ce livre-là, là, tu n'arrêtais plus. Est-ce que vous avez des choses Est-ce que vous l'avez aimé, vous? Oui, beaucoup. Oui. Moi. Oui. Oui. Énormément. Peut-être qu'on passe au deuxième livre. Oui. Rendez-vous de l'autre côté du jour. Thomas Vino, Charlotte Lemaire aux éditions Thierry Magnier. Clara Lou? Rendez-vous de l'autre côté du jour, au début je l'ai pas trop compris, mais sinon après c'était bien. Ça apprend que la peur on peut la voir comme un jeu et qu'on peut, par exemple si on a peur de quelque chose, on peut voir ce quelque chose comme un jeu. Et tu trouves ça bien, les livres qui parlent de la peur? Je trouve ça bien les livres qui parlent de la peur parce que ça parle aussi de confiance en soi. Donc par exemple, si tu as peur d'une araignée, tu peux te dire que cette araignée, c'est un peu comme si c'était ton amie et que tu la voyais un peu tous les jours. Tu veux dire que tu apprivoises la peur? Oui, tu essaies voilà. d'apprivoiser la peur. Et alors, est-ce que tu as réussi à répondre à cette question c'est quoi qui permet de surmonter la peur? Ce qui permet de surmonter la peur, c'est de la voir en face. Les autres, vous pouvez répondre aussi. Oui, pour moi, c'était de la poésie, il était très beau. Pour moi, c'est aussi sur le courage qu'il faut penser à des choses positives. Et ça m'a vraiment fait comprendre. Et je pense que ce livre m'a aidé plus tard parce qu'il est... Moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Et je pense qu'avant, c'était mon dernier, celui que j'aimais le moins. Mais en fait, quand je l'ai compris, eh bien, je l'ai beaucoup plus aimé parce qu'en fait, c'est un livre qu'il faut comprendre. Et il faut vraiment avoir du courage. Et c'est ça qui m'a plu dans ce livre parce que ça raconte vraiment l'histoire du courage et que si on a peur de se lever le matin, il faut penser à des choses positives. Et j'ai beaucoup aimé aussi les illustrations avec cet effet un peu peinture. Je me suis tout de suite dit waouh, c'est magnifique. En effet, les illustrations sont vraiment très belles. Benoît, tu veux rajouter quelque chose? Oui, sur les illustrations, on n'avait pas vraiment l'impression que c'était des dessins, mais plus de la peinture, comme un tableau. Chaque feuille, on avait l'impression que c'était une œuvre, quoi. Et vous, Victor Benoît, est-ce que vous avez eu du mal à comprendre l'histoire? Vous avez eu besoin de la lire plusieurs fois? Oui, parce que... Moi, oui. J'ai pas compris le début, et après j'ai plutôt compris quand on l'a relu avec mes parents. Alors oui, bonne question. Vous avez lu aussi avec vos parents? Oui, moi oui, j'ai vraiment... Mais j'ai lu principalement avec ma mère, parce que mon père, mais sinon... il était toujours au travail, donc... Papa, il est toujours au travail. Ouais. Mais tu peux quand même le lire plus tard, hein? Oui, il est vraiment beau. Oui. Alphée et Aurel de Jeanne Macaigne. Je ne sais plus qui c'est. Oui, c'est Clara Lou, encore. Alors, Alphée Aurel, c'est un livre qui parle de nature, d'amitié. Il parle aussi bien de saison que d'autres choses. Ça a été mon livre préféré pour les pépites café. Pourquoi ça a été mon livre préféré? Parce qu'il parle beaucoup de nature, d'amitié
Il aide les gens. J'ai bien aimé chercher Aurel dans les images. C'était assez beau. Les images étaient très belles. On voyait souvent les saisons qui passaient. J'aimais bien aussi les petites rimes qu'il y a eu. Les oiseaux louchent sur les poissons, les écrevisses répètent en coulisses, les nénuphars veillent sur les têtards. C'était un peu poétique, tout ceci. Du coup, c'était vraiment très très beau. C'est quoi qui est poétique? C'est plus les dessins ou plus le texte? Alors c'est un peu plus le texte qui est poétique, parce que je dis qu'il est poétique parce que c'est un peu à peu près, c'est un peu des rimes qu'il y a, donc c'est assez joli de voir des rimes. Et les dessins, vous les trouvez comment dans ce livre? Oui. Bah, moi, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé grâce aux illustrations. C'est le livre où j'ai trouvé les illustrations plus belles que tous les autres. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de détails et c'était bien fait. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé les nuances, toutes les couleurs, par exemple sur les arbres qui font les cheveux d'Aurel. C'est vraiment beau, tous ces dégradés et cette couleur. Oui, et puis il y a quelque chose de très très beau et fort dans le message et dans le dessin, puisqu'à un moment donné, il y a cet enfant qui va à la rencontre de Aurel et qui rentre dans le dessin et dans la page. Elle est magnifique, il y a vraiment cette immersion. Tu avais eu un terme assez joli pour parler de Aurel. C'est Aurel, hein, c'est ça Aurel, c'est un peu comme un esprit de la forêt. Et il y a aussi quelque chose qui m'a paru un peu bizarre, c'est quand le lac il s'ouvre, comment il s'ouvre? C'est cette question que je me suis posée quand j'ai lu le livre. Je vous propose de passer au bonheur d'un poulon. D'accord. Benoît. Alors, je vais vous partager ce que j'ai pensé du livre Le bonheur d'un poulon. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que les émotions sont fortes, c'est très émouvant. Par exemple, quand il est séparé de tous les autres poulons et qu'il se retrouve seul dans la nature, abandonné, ça m'a rendu un peu triste. Mais heureusement, à la suite de l'histoire, les rallonges l'accueillent et essaient de l'aider à se débarrasser du ver tristesse avec tous leurs amis. Et ça prouve qu'on peut s'aider entre espèces différentes. Et quand le ver tristesse lui dit au revoir aussi, ça m'a beaucoup émue parce que on est content de s'en débarrasser, mais c'est un personnage auquel on s'est beaucoup attaché et qu'on est triste de s'en séparer, quoi. Alors, si tu veux rajouter. Pour moi, c'est un livre qui parle des émotions en métaphore, et le ver tristesse, c'est la tristesse. Pour moi, les doutes, c'est les doutes qu'il a. Et en fait, c'est un livre que j'ai aimé quand même, parce que, même si c'était celui que j'aimais le moins, parce que il est vraiment très poétique même aussi, parce qu'il raconte vraiment les émotions, et même en métaphore, on les comprend très bien, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Clara Lou. Dans Le bonheur d'un poulon, les images sont assez jolies. J'aime bien les nuances qu'il y a. Et je me suis posé une question dans le livre Le bonheur d'un poulon. Quand le poulon, il est sur quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il est sur des mèches de cheveux, vu qu'on voit des petites bêtes. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on voit plus les poulons qui sont sur quelque chose, sur des mèches de cheveux. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est au début? Oui, pardon, Benoît. Moi, en fait, je sais parce que au début, il y a écrit qu'ils habitaient. On peut dire que c'est comme des poux parce que au début, ils ont dit qu'ils habitaient dans une fourrure d'un aigle. Donc, je pense, les petites bêtes, c'est encore des petits poux, quoi. Le bonheur d'un poulon de Paul Vidal aux éditions Albin Michel, la collection Ronce.
Alors, je vous propose maintenant de passer à Pavel et Mousse, donc au livre lauréat de cette édition 2025 d'Aurore Petit, puisque nous allons bientôt faire la petite pause musicale en lecture. Peut-être, Garance, je veux bien que tu nous le présentes. Alors, Pavel et Mousse, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Il raconte l'histoire de Pavel qui en fait adopte Mousse. Et en fait, c'est vraiment, ils fondent une famille même s'ils n'ont pas forcément de la même espèce. Et c'est vraiment beau. Les illustrations étaient vraiment très très belles. En fait, j'ai beaucoup aimé les expressions des visages et comment les illustrations étaient en rapport avec le texte. C'était vraiment beau. C'est aussi l'histoire que Pavel adopte Mousse. Pavel voit grandir Mousse, mais Mousse voit aussi grandir Pavel. Mais Pavel apprend des choses à Mousse, mais Mousse aussi apprend des choses à Pavel. Le courage, avoir être parent, avoir une responsabilité. Et c'est vraiment beau. Et dans ce livre, je me suis beaucoup épanouie et il m'a vraiment plu. Peut-être que, alors Victor, est-ce que ça te dirait de résumer l'histoire? On va t'aider, hein, je vais t'aider. Ça parle de quoi l'histoire de Pavel et Mousse? De Pavel qui part à la cueillette pour se faire à manger et il entend un bruit et il trouve un petit ours qui s'appelle Mousse et que Pavel lui apprend des choses, mais que aussi Mousse lui apprend des choses et je l'ai bien aimé. Eh bien, c'est parfait en fait, parce que comme ça, tu me permets d'annoncer la lecture musicale qu'on va entendre tout de suite. Je vous propose d'écouter la lecture du début de Pavel et Mousse d'Aurore Petit, publiée aux éditions Les Fourmis Rouges. Une lecture par Frédéric Bruyas, accompagnée au violon par Lucien Alfonso. Il est 8 heures. C'est le moment préféré de Pavel pour sa promenade du matin. L'air est humide et frais, la brume mouille son nez et c'est bon. Comme à son habitude, Pavel chemine sur le sentier de gravier et guette le bas-côté à la recherche de fruits rouges pour son petit déjeuner. Car ça aussi, c'est bon. Mais aujourd'hui, pas l'ombre d'une framboise ou d'une fraise des bois. Alors, Pavel quitte l'étroit sentier pour la forêt épaisse. Ses pattes s'enfoncent dans la mousse si douce. Il entend le croac, croac d'une pie, le rou, rou d'une tourterelle, le cuit-couli-couli d'un rossignol, le mui-mui de un mui-mui. Mui-mui, je ne connais pas cet oiseau, pense Pavel. Pavel tend l'oreille à droite, à gauche, par ici, puis par là. Pas de doute, le mui-mui vient exactement d'ici. Pavel cherche parmi les feuilles, les fougères et... La toute petite chose n'est pas un oiseau. Elle a 4 pattes, un nez mouillé, un nombril, comme Pavel. Des oreilles aussi, mais pas comme celles de Pavel. Ses petits yeux sont fermés et sa petite bouche s'ouvre en grand quand elle fait mui, mui. Pavel se demande: qu'est-ce donc que cette petite chose? Pourquoi est-elle ici dans les fougères? Et que veut dire mui,
Et surtout, il se demande ce qu'il doit faire. Il ne sait pas. Mais il ne peut pas s'empêcher de prendre la toute petite chose dans ses grandes pattes. Alors, la petite oreille se colle sur les battements du cœur, la grande bouche se ferme et la toute petite chose ouvre grand ses petits yeux. C'est décidé. La toute petite chose ne restera pas seule dans la forêt épaisse. Pavel rejoint les 3 sentiers qui les conduit jusqu'à sa maison. Tant pis pour les fruits rouges. Pavel l'installe sur le grand fauteuil avec sa couverture la plus douce. Mui, mui. Ce qui veut dire « Prends-moi dans tes bras ». Pavel commence à comprendre. Merci Frédéric et Lucien. Nous sommes de retour sur le plateau des Pépites Café et Aurore Petit vient de nous rejoindre. Bonjour. Aurélie, pardon. Aurore, pardon. Bienvenue. Félicitations. Merci. Pour cette pépite. Et je crois que Garance a déjà une question pour vous. Je t'écoute, Garance. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris que vous avez gagné le prix Pépite du livre illustré? Évidemment, j'étais très contente. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas là sur le salon. C'était mon éditrice qui était là. Et elle m'a envoyé un message en me disant je suis dans la salle de remise des prix, enfin d'annonce des prix. Et donc, reste à côté de ton téléphone. Tu vas recevoir un texto dans la demi-heure pour savoir si tu l'as ou pas. Et là, il était à peu près midi et je me suis dit non, c'est trop stressant. J'ai posé mon téléphone, j'ai été manger. Et je me suis dit, je ne pense pas à ça. Et quand j'ai fini de manger, j'ai pris mon téléphone et là, j'avais au moins 10 textos de mon éditrice qui me disaient « Mais t'es où? Tu me réponds pas, j'essaie de t'appeler, t'as la pépite !» Et donc, j'étais très contente. Très contente. Moi aussi, j'étais là quand on l'a annoncé. Mais j'ai vu une vidéo de toi Oui. sur les réseaux sociaux. C'est un moment génial. C'est en effet Garance qui a annoncé le prix. Ça t'a plu de faire ça? Parce que c'était pas trop impressionnant. Beaucoup. En fait, je ne pensais pas du tout que j'allais parler. Et au final, j'étais très surprise et j'ai pas trop eu le temps de stresser. Mais au final, ça s'est super bien passé. J'étais trop contente. C'est une super expérience. Victor. Comment avez-vous eu l'idée d'un personnage lapin et un personnage panda? Alors, j'avais envie de raconter l'histoire d'un enfant qui devenait bien plus grand que son parent. C'est ça l'idée forte qui a guidé mon livre, en fait, et j'ai essayé de construire une histoire autour de ça. Et alors, dans mes autres livres, je dessine plutôt des humains. Et j'ai notamment fait d'autres livres qui étaient autobiographiques, c'est-à-dire que je racontais l'histoire de ma famille, je me dessinais moi, je dessinais mes enfants et mon compagnon, le papa des enfants. Et en fait, là, j'avais envie de me détacher de cet univers-là. J'avais envie dans quelque chose qui soit fictionnel, c'est-à-dire qui ne soit pas du tout proche de la réalité, mais qui parle quand même de ce que c'est que de vivre avec des enfants, de ce que c'est que d'être un parent, parce que c'est une thématique qui m'habite aujourd'hui beaucoup. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, je me suis dit, j'ai essayé de réfléchir un peu à tous les animaux que j'aimais bien dessiner. Et j'adore dessiner les lapins. Et puis, quand je suis un peu triste, des fois, je regarde des vidéos de pandas, parce que c'est super drôle. Les pandas, c'est vraiment des animaux exceptionnels. Et souvent, ça me redonne le sourire. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de faire un livre avec un panda. Est-ce que vous vous êtes inspiré de votre propre histoire? Oui. Alors, oui, je me suis inspirée de ma propre histoire. Alors, pas forcément de mon histoire. Disons que je ne vis pas dans un terrier. Je ne vis pas dans la forêt. Mais par contre, je me suis inspirée de mon expérience, de ce que c'est que de vivre avec les enfants et d'être un parent. Par exemple, les doutes de Pavel. Pavel, il a peur. Pavel, il a peur qu'il arrive quelque chose à Mousse. Pavel, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et en fait, ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents ressentent. Quand je discute avec des parents, il y a beaucoup de parents qui ressentent ça.
Et en fait, je trouve que cette idée-là, on la voit pas souvent dans les livres pour les enfants. On voit souvent des parents qui sont des super parents ou qui sont là pour protéger leurs enfants et tout ça, ce qui est super. Mais nous, en tant que parents, on est aussi très fragiles, en fait. Et on a aussi beaucoup de questions. Et donc, du coup, j'avais envie de parler de ces doutes-là. Et aussi de l'expérience en fait, quand on est avec des enfants et que la question, c'est de les protéger dans tous les cas, on a un peu des super pouvoirs qui viennent, quoi. On devient un peu plus fort. Et donc, du coup, c'est de ça que je voulais parler. Donc, dans ce sens, oui, je me suis inspirée de ma propre histoire. D'accord. Ça répond à ta question ? Oui. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi un petit format ? Parce que je voulais que ce soit un livre long, déjà. Et donc, pour qu'il soit... je voulais pas qu'il soit trop imposant non plus. Mais j'avais vraiment envie de faire une longue histoire. Une longue histoire comme un livre pour les grands, mais pour les petits. Avec un marque-page qu'on puisse lire toute la semaine s'il est trop long. On se dit, ce soir, on lit juste 2 chapitres. Demain, on lira encore 2 chapitres. Et donc, je voulais pas que ce soit un livre qui pèse non plus 5 kilos, parce que c'est des petits bras et des petites mains qu'elle allait porter. Et donc, du coup, c'était évident de faire un petit format pour moi. Et puis, les images sont elles sont très simples, les images, elles n'ont pas forcément besoin d'un grand format, comme le livre, vous avez parlé de Jane McCain tout à l'heure, elle a plein de détails dans ses images. Moi, ça n'a rien à voir, c'est des images très simples, et donc, en petit, ça marche très bien aussi. D'où viennent les noms de vos personnages, Pavel et Mousse? D'où viennent les noms? Alors, Mousse, c'est parce qu'il a été trouvé dans la mousse. Et Pavel, en fait, je ne connais personne qui s'appelle Pavel. Et je sais pas trop. Je sais pas trop. Les noms, c'est toujours un peu mystérieux. J'ai un autre personnage aussi d'un autre livre qui s'appelle Dolores Wilson. Et c'est pareil, on me demande souvent pourquoi Dolores Wilson, pourquoi Pavel. Je sais pas. Ça tombe un peu comme une révélation, quoi. C'est doux à l'oreille. Je savais que Mousse s'appellerait Mousse. Parce qu'au début, j'ai commencé à écrire l'histoire, Pavel n'avait pas de prénom. C'était, je mettais des blancs dans mon texte. Et donc, en fait, il fallait que je trouve quelque chose qui sonne bien avec Mousse. Et Pavel est arrivé. Voilà. J'ai pas trop d'explications. Merci. Est-ce vous qui avez écrit et dessiné? Oui. Ouais. Et là, j'ai vraiment... en fait, dans le langage de l'album pour les enfants, ce que je trouve très intéressant, c'est justement d'imaginer le texte et l'image en même temps. On ne peut pas trop dissocier les deux. Il y en a qui le font, il y en a qui écrivent des romans, il y en a qui font que des illustrations. Moi, ce que j'aime bien dans mes livres, c'est vraiment que les deux marchent ensemble. Et en fait, Pavel et Mousse, on ne peut pas isoler le texte. Si on lit juste le texte, on a du mal à comprendre l'histoire. Alors là, ça marche très bien sur la lecture, sur les premiers chapitres. Mais il y a plein de moments dans l'histoire où on peut pas retirer les images, sinon on comprend plus l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord. Avez-vous tout de suite imaginé la fin de l'histoire quand vous avez commencé à écrire? Alors non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à avoir cette idée, je me suis dit, bon, je vais raconter l'histoire d'un lapin qui trouve un tout petit bébé et ce bébé va devenir beaucoup plus grand que lui. J'ai commencé à dessiner des scènes d'un petit lapin, un lapin qui était adulte mais qui avait un bébé géant dans sa maison. Et j'ai commencé à dessiner des images qui sont assez proches du chapitre où vous voyez quand Pavel il joue au domino, qu'il casse la chaise, qu'il est dans son bain, qu'il est trop grand pour sa baignoire. Et donc je pensais que la plupart du livre, ça allait être des images dans ce style-là, des choses un petit peu drôles, des blagues, ou comment on vit avec un bébé qui prend beaucoup trop de place. Et finalement, j'ai commencé à raconter cette histoire où il trouve le bébé dans la forêt, et j'ai pris le temps de faire grandir Mousse. Et finalement, il y a plein d'images que j'avais imaginées au départ que j'ai pas replacées dans cette histoire. Parce qu'à un moment donné, il y a eu Bénédicte, aussi, sa copine, qui est arrivée, la famille de lapins, que je me suis amusée à imaginer. Et en fait, c'était évident qu'il fallait qu'on la retrouve à un autre moment dans l'histoire, cette famille de lapins, et qu'il fallait qu'elle soit là à la fin. Donc finalement, à la fin, c'est l'anniversaire de Bénédicte, et j'avais pas du tout prévu que ce soit ça. À un moment donné, quand on écrit des histoires, des fois, on décide plus. On décide plus, c'est l'histoire qui décide.
C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place des choses dans le scénario et le lecteur attend de savoir ce qui va se passer. On ne peut pas lui faire le coup de « Ah bah non, bah ça, je l'ai raconté un petit peu, mais je ne vais pas finir de le raconter ». Il faut clore l'histoire. Et donc, des fois, on est bien obligé de faire avec ce qu'on a déjà raconté. Donc, je n'avais pas imaginé cette fin-là, mais c'est la fin qui s'est décidée toute seule, en fait. Combien de temps environ cela vous a pris pour écrire le livre ? Alors, la première idée que j'ai eue, c'était il y a 2 ans à peu près. Quand j'ai commencé à me dire je vais faire un livre avec un panda et un lapin. Après, j'ai laissé ça de côté parce que j'avais plein d'autres choses à faire. Et je savais en fait qu'il fallait que, pour écrire cette histoire, il fallait que je m'enferme dans mon atelier et que je ne fasse rien d'autre. Donc il fallait que j'ai du temps devant moi et que je sois tranquille. Donc du coup, il s'est passé au moins 1 an avant que j'arrive à ménager ce temps-là. Et donc j'ai commencé vraiment à écrire en septembre 2024 et je l'ai fini en juin 2025. Donc ça fait presque 8-9 mois. Mais il y a des moments où je faisais des pauses parce que je savais plus. Je savais plus où allait l'histoire, je savais plus ce qu'il fallait que je raconte, j'étais perdue. Et ça arrive quasiment tout le temps quand on écrit des histoires. Enfin moi, ça m'arrive quasiment tout le temps quand j'écris des histoires. C'est qu'à des moments, je suis perdue et je sais plus ce qu'il faut raconter. Donc dans ce cas-là, il faut attendre que les mauvaises idées s'en aillent, que les bonnes idées s'enracinent, et après ça peut repartir. Est-ce que vous aimez bien lire, vous aussi ? Ah ouais, j'aime bien lire, ouais. J'aime beaucoup lire aussi des livres pour les enfants. Je lis plein de livres, je lis plein d'albums pour moi aussi. D'accord. Et puis des romans pour les adultes et tout ça. Oui, j'aime bien lire. Depuis toujours. Pourquoi écrire pour les enfants ? Alors, ce que j'aime bien dans le fait d'écrire pour les enfants, c'est que quand on écrit pour les enfants, on n'écrit pas que pour les enfants. On écrit aussi pour les adultes. Surtout que Pavel et Mousse, c'est un livre qu'on peut lire aussi à des enfants qui ont 2 ans, même un peu avant, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et c'est des enfants qui ne savent pas lire. Donc ça va être soit un enfant lecteur ou alors un parent qui va lire. Et donc on s'adresse à plusieurs lecteurs. Donc on propose ce qu'on appelle une lecture partagée. Et en fait, c'est un peu plus que juste un livre. Après toute notre vie, on va lire tout seul dans notre tête. Et là, c'est vraiment le seul moment, avec l'album pour enfants, où on peut proposer une lecture qui va être un peu plus que juste une histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire que c'est déjà un petit spectacle, c'est déjà quelqu'un qui met en voix. C'est déjà, on va prendre un enfant sur ses genoux pour raconter l'histoire. Donc on se met déjà aussi dans une posture de spectateur, en fait. Et donc ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'on va le lire à haute voix et qu'on va s'amuser à faire « mui, mui » par exemple. Et donc ça me plaît beaucoup. Et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans le livre pour les enfants, c'est qu'il y a l'image et le texte, et que les deux peuvent jouer ensemble de manière complètement différente, avec plein de manières différentes. Dans Pavel et Mousse, des fois, il y a des bulles. Des fois, il y a du texte sur la page de gauche et une image sur la page de droite. Des fois, c'est juste des petites cases avec juste un mot en dessous. Et en fait, tout ça c'est possible dans l'album pour les enfants. Donc c'est ça que j'aime bien. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que les enfants sont un public très exigeant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des mauvais livres avec les enfants. Et ça c'est important. C'est-à-dire que dès qu'il y a un livre qui est un petit peu trop long, alors ça je l'expérimente moi avec les enfants avec qui je vis et à qui je lis des histoires, c'est que je me rends bien compte qu'un livre, s'il est trop long, un enfant qui s'ennuie, ça se voit tout de suite en fait. On voit tout de suite que l'enfant il décroche. Et donc du coup, c'est un peu, c'est très stimulant pour moi en tant qu'artiste de devoir faire un livre où il ne faut pas que je perde votre attention. Merci Aurore pour ce petit bijou. Vraiment, on était ravis de vous accueillir ce matin. On se retrouve cet après-midi en direct et en public à 14h30 pour le 2e Pépite Café, celui de la fiction junior, avec 4 autres invités.
et l'auteur lauréat. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux enfants pour ces débats passionnants. Merci à vous. Merci à Aurore Petit. Et je vais justement lui laisser le mot de la fin en reprenant ces mots du tout début de Pavel Emos. Merci à tous les enfants qui font grandir leurs parents.